Macron est un salaud. Mais c'est pas lui le problème. Ils veulent exercer le pouvoir eux-mêmes. Ils veulent pas vous le donner. Mais ça s'écrit dans la Constitution, ça. Pourquoi c'est pas écrit dans les constitutions? Parce que c'est les représentants qui ont écrit la règle. Les gens qui sont au pouvoir sont dangereux. Ok, on en a besoin. Mais ils sont dangereux. Dans une constitution, il faut que tous les pouvoirs aient peur. Vous avez vu que je pense à mettre des guillemets. Hein. Il faut mettre les guillemets avec vos doigts quand vous utilisez un mot dont vous avez repéré que c'est un mot menteur. Donc les médias deviennent, c'est incroyable, des pourchasseurs de complotistes, des pourchasseurs de ceux qui font leur métier. C'est dingue. Je pense que Macron est un agent de l'étranger. Sinon, c'est incompréhensible ce qu'il fait. Les marchands étaient tenus à l'écart du pouvoir. Et ce qui s'est passé en 1789, c'est que les marchands ont pris le pouvoir. Donc les plus riches sont devenus les législateurs. Mais c'est une catastrophe planétaire. Arrêtez. C'est pas le chouardisme que je vous propose. Je vous propose, oubliez choix, on s'en fout. Bienvenue sur Nexus. Étienne Chouard n'a pas sa langue dans sa poche. Ce professeur d'économie parle sans fioriture, sans voile, sans masque. Crise des institutions en France, démocratie, guerre en Ukraine. Nous l'avons rencontré dans le Midi de la France dans un entretien de près d'1h30. Premier thème abordé, la réforme des retraites. Il ne faut pas l'appeler réforme. Quand vous dites réforme, il faut faire un signe qui monte des guillemets pour montrer qu'il y a une escroquerie langagière. Réforme en français, ça veut dire une modification en bien. Ça veut dire une amélioration. Et là, on n'a pas affaire à une amélioration, on a affaire à une régression, une agression sociale. Mais c'est comme ça depuis 30 ans, 40 ans. Hein. Les néolibéraux, qui détestent l'État et toutes les formes d'assistance, se sont donnés comme mission de détruire toutes les solidarités, tous les services publics, tous les systèmes d'entraide et d'assistance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis, maintenant, fin des années 70. Et pour que ça passe, parce que nous sommes incroyablement vulnérables aux bobards, et ils le savent, ils travestissent leurs actes en mettant tous les mots importants à l'envers. Comme régression, ils l'appellent réforme. De la même manière, les plans de licenciement, on les appelle des plans de sauvegarde de l'emploi. Alors qu'on est en train de foutre tout le monde à la porte. Mais c'est important, pour penser, de remettre à l'endroit les mots importants, parce qu'on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Donc, c'est pas un détail de préciser que ce qu'on appelle la réforme des retraites n'est pas une réforme, c'est une dévastation. Ils sont en train de dévaster le système des retraites. Une agression. Une agression. Une agression sociale. Vous parliez de conflits sociaux. Il ne s'agit pas de conflits sociaux, il s'agit d'une agression. Par contre, je vais insister sur un point qui vous échappe tous, qui nous échappe, qui me paraît central et prioritaire. La dévastation impunie des retraites est une conséquence. Ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est la conséquence de notre impuissance politique. Nous sommes impuissants à résister à nos représentants. Nous n'avons pas de représentants. Les banquiers ont des représentants, les multinationales ont des représentants, mais pas nous. Nous, les citoyens, on n'a pas de représentants. La procédure de l'élection est une procédure de dépossession politique. C'est la cause de notre impuissantement. Nous sommes des incapables politiques par le fait de cette procédure que nous adorons. Que nous sommes conduits à adorer par nos parents qui nous disent la démocratie c'est l'élection. Mon petit, répète après moi. La démocratie c'est l'élection. Je l'ai appris, je l'ai enseigné moi-même à mes enfants et à mes étudiants, parce qu'on le croit. Donc nos parents nous le disent parce qu'ils le croient. Nos profs nous le disent, nos maîtres, puis nos profs, puis les journalistes, les livres, les auteurs, la télé, tout le monde le dit. La démocratie c'est l'élection, l'élection c'est la démocratie. C'est pas vrai. Mais tout le monde le dit, alors on le croit. Et je crois que ça, c'est vraiment... je vous dis ça pour les retraites, je pourrais vous le dire pour la guerre, je pourrais vous le dire pour l'inflation. Voilà, oui, mais je vais vous ramener comme avec un élastique à la cause des causes. Je vais vous ramener à la stérilité de nos discussions. Nous discutons de la catastrophe de notre système de solidarité de retraite. Nous discutons, mais nous discutaillons, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Nous ne décidons de rien. Nous sommes dans une prison politique
qui est institué, c'est écrit quelque part. Il est écrit quelque part que le peuple ne décide de rien. Et tout le monde s'en fout. La société de consommation participe à endormir le peuple, Étienne? Non, c'est pas ça. Oui, la société de consommation, elle nous endort, mais on n'a pas attendu la société de consommation pour se foutre de la Constitution. La Constitution, il y avait une Constitution à Athènes il y a 2500 ans, c'est une vieille bonne idée. Une Constitution, c'est un texte essentiel, un texte très important, un texte qui est au sommet de la pyramide des règles, de toutes les règles, des lois, des règlements, des traités. La Constitution est tout au sommet. C'est un contrat social entre les représentés qui détermine les règles de notre représentation. Ce texte permet de dire est-ce que nous voulons des représentants, comment on veut les désigner, élection, tirage au sort, quel mandat on leur donne, est-ce qu'ils vont préparer les lois et nous allons les voter, nous les citoyens, ou bien est-ce qu'ils votent tout à notre place comme aujourd'hui, comment on les contrôle, comment on les vire quand on n'est pas content, comment on change nous-mêmes la Constitution. Oui, il n'y a pas beaucoup de points, c'est des points super importants. En fait, ça sert à établir des pouvoirs, des représentants, mais ça sert surtout à les inquiéter. Ça sert à les diviser, à les affaiblir, à leur faire peur. Une constitution, une bonne constitution, ça fait peur au pouvoir. Et bien sûr, ils ne doivent pas pouvoir y toucher. Or, ce que nous sommes, nous acceptons d'élire l'Assemblée constituante, c'est-à-dire de laisser les hommes au pouvoir écrire les règles du pouvoir. On ne fait pas plus con, hein. Il ne faut pas dire de gros mots, mais enfin, c'est la sélection naturelle, hein. Mort aux idiots. Hein. Nous acceptons de laisser écrire les constitutions par ceux qui devraient craindre la Constitution, par précisément ceux qui sont les gens dangereux, les gens au pouvoir. Enfin, si vous ne le voyez pas avec les retraites ou avec la guerre, vous ne le verrez jamais, quoi. Hein. Les gens qui sont au pouvoir sont dangereux. Ok, on en a besoin, mais ils sont dangereux. Donc l'idée géniale de la Constitution, c'est de mettre au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Ce n'est pas un texte qu'ils vont pouvoir modifier, c'est un texte qu'ils vont devoir craindre. C'est de mettre un texte qui leur est supérieur et qui va leur faire peur. Dans une constitution, il faut que tous les pouvoirs que nous instituons, que nous décidons d'instituer, aient peur. Il faut que l'exécutif, surtout, l'exécutif c'est plus dangereux parce que c'est lui qui contrôle la force armée. Donc c'est lui qui, depuis César, enfin depuis, même avant César, hein, le pouvoir, celui qui a les armes, c'est celui qui va avoir tendance à exagérer, à abuser. C'est celui et qui a les moyens. Donc c'est lui qui a la tentation d'exagérer, d'abuser, et de s'émanciper, de s'autonomiser, de s'affranchir de tout contrôle. Ce n'est pas spécifique à la France. C'est plus grave en France, mais c'est universel. Pourquoi c'est plus grave en France? Parce que nous avons la pire constitution du monde. Nous avons la pire constitution, la constitution la plus tyrannique de tout le monde parlementaire. Je ne parle pas des dictatures à la Pinochet, je vous parle de tous les régimes parlementaires dits démocratiques. Vous avez vu que je pense à mettre des guillemets. Hein. Il faut mettre les guillemets avec vos doigts quand vous utilisez un mot dont vous avez repéré que c'est un mot menteur, un mot qui nous empêche de penser. Il faut mettre des guillemets. Comme ça, quand vous parlez, votre interlocuteur sent que, ok, on se comprend, il y a une escroquerie sur ce mot, on sait que c'est une fausse démocratie, quoi. C'est une fausse constitution, c'est des faux citoyens, etc. Faux suffrage universel. Partout sur Terre, les hommes, les êtres humains, ont institué des systèmes de représentation, donc avec des constitutions. La plupart du temps, ils sont, dans presque tous les cas, sauf en France et les quelques pays africains qui ont copié la constitution de Gaulle, donc il y a la même constitution épouvantable, mais en général, en Angleterre, aux États-Unis, enfin partout sur Terre, le pouvoir politique procède du pouvoir parlementaire. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais le pouvoir anglais, enfin dans tous les pays, toutes les républiques, hein, vous avez le Parlement, donc le pouvoir législatif, qui désigne le pouvoir exécutif, qui désigne le gouvernement. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc c'est le Parlement le centre du pouvoir dans la plupart des pays. Or chez nous, le Parlement a été rationalisé en 1958. La Ve République, De Gaulle, un militaire, à l'occasion d'un coup d'État, hein, relisez l'histoire de 1958, vous avez un coup d'État. L'ambiance, c'est les militaires en armes qui menacent de prendre le pouvoir, et De Gaulle qui vient en sauveur et qui dit votez pour moi et pour cette constitution, et je m'occupe de tout. Et la constitution est votée à 80%, hein, mais dans l'inquiétude. Et ça montre bien que ce qui compte, c'est pas
qui votent la Constitution, puisque nous sommes capables de voter contre nos intérêts. Cette Constitution, elle nous dépossède de toute puissance. Mais on n'est pas les seuls, hein. Mais elle nous dépossède et elle donne le pouvoir à un homme seul. Donc c'est un tyran, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs, avec des contre-pouvoirs, mais dont on voit aujourd'hui qu'ils sont tous factices. Le contre-pouvoir du Parlement dans la 5e. Il faut comprendre qu'il y a le Parlement, mais ce qui compte, c'est la majorité du Parlement. Or, quand le Parlement est élu juste après le président, d'abord on élit le président nous-mêmes, la population, on fait élire, donc il est accompagné d'une aura, de légitimité élective, qui fait que quand on élit l'Assemblée nationale juste après, il a toujours une majorité. Une majorité, toujours. Ça veut dire que les députés qui viennent d'être des députés macronistes, pour prendre l'exemple, mais ce serait pareil avec un autre, hein, les députés macronistes, ils doivent tout au président qui vient d'être élu et qui leur a donné leur investiture, qui a dit vous allez vous présenter au nom de Macron, donc vous allez être élu. Donc ces gens doivent tout à leur chef de guerre, et puis ils doivent leur pouvoir présent et leur pouvoir futur. Leur réélection dépend de l'investiture que leur donnera ou pas le parti. Donc ils sont complètement dépendants, au lieu d'être indépendants et d'être des surveillants, des contrôleurs du pouvoir. C'est des larbins. Et c'est comme ça depuis le début, depuis 1958, on les appelle des godillots. Les parlementaires, on les appelle des godillots. C'est-à-dire des serpillères, des paillassons, des gens sur qui on s'essuie ses chaussures. Et en fait, ils suivent les pieds de leur maître. Donc c'est pas un contre-pouvoir du tout. En France, on n'a pas de contre-pouvoir. Le pouvoir judiciaire, qui est le troisième pouvoir, s'appelle autorité judiciaire. Et ça montre bien ce que voulait faire le concepteur de la 5e. L'autorité judiciaire est ravalée au rang d'autorité, et en fait, la carrière des juges dépend d'un ministère de la Justice. Ministère de la Justice, ça veut dire que c'est l'exécutif qui dirige. Enfin, ça va quoi, hein, c'est pas un contre-pouvoir non plus. Les journalistes sont achetables. Au lieu d'être protégés dans la Constitution, et ce serait interdit, voilà, on interdirait à toute personne riche, toute personne physique ou morale, on interdirait d'acheter un média. Voilà, les médias appartiennent on écrirait dans la Constitution, les médias appartiennent à leurs journalistes. Donc on aurait la diversité, puisque des journalistes, il va y en avoir de gauche, de droite, il va y en avoir d'autres. Quand vous permettez aux milliardaires d'acheter les journalistes et de virer les journalistes dont ils ne sont pas contents, qui ne respectent pas la ligne, vous donnez un outil fondamental de formation de l'opinion aux plus riches. Mais il ne faut pas confondre l'intérêt général avec l'intérêt des plus riches, hein. Et donc, il n'y a plus de contre-pouvoir. Normalement, les journalistes, pendant la Révolution, on les appelait les sentinelles du peuple. C'est des chiens de garde de la démocratie qui vont protéger les citoyens contre les intrigues, les complots. Les complots des riches contre les pauvres, évidemment. Les complots, bien sûr. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des complots des riches contre les pauvres. Et les journalistes sont ceux dont on devrait, dans la Constitution, à qui on devrait donner l'indépendance, la protection contre les pressions et les contrôles nécessaires pour exercer leur mission de contrôle des pouvoirs. Au lieu de ça, on laisse les riches acheter les médias. Donc les médias deviennent, c'est incroyable, des pourchasseurs de complotistes. Des pourchasseurs de ceux qui font leur métier. C'est dingue, c'est complètement mis à l'envers, mais il faut se rendre compte que c'est parce qu'on n'a pas de constitution. Dans une vraie constitution, on définirait le rôle des journalistes en disant c'est nos yeux, c'est eux qui vont, leur boulot ça va être chercher les complots. Et bien, s'ils en trouvent trop, s'ils dénoncent un complot là où il n'y en a pas, voilà, ils se sont trompés. Il y en a qui seront paranoïaques. Bon, ils sont paranoïaques. Ils seront vite repérés comme paranoïaques. De toute façon, c'est pas eux qui sont dangereux. Ils sont pas dangereux en dénonçant à tort des complots, en étant trop méfiants. C'est pas eux qui sont dangereux. Ce qui sont dangereux, c'est les comploteurs. Mais on a besoin de complotistes. On a besoin de gens qui cherchent les complots. La France a la pire constitution du monde. La constitution la plus autoritaire. Celle qui permet au président, à un homme seul, de commettre les pires crimes, les pires agressions contre le corps social, comme avec les retraites, comme avec la guerre,
Quand un gars vous tire dans la guerre par les cheveux, c'est criminel. Quand il a le pouvoir de le faire, c'est qu'on n'a pas de constitution. Dans ce pays où un homme seul peut nous agresser de cette façon, si vous ne voyez pas la cause de son impunité, si vous vous en prenez qu'aux conséquences en disant c'est un salaud Macron, c'est un bandit, un gredin, même un assassin, quelqu'un qui tue les opposants politiques dans les manifestations, ou qui les mutile, qui leur tire dessus à tir tendu. Si vous voyez que les conséquences, vous ne réglerez jamais le problème. Vous ne réglerez jamais le problème. Mais ça c'est remonte pas... Montesquieu qui disait, Montesquieu ou Machiavel, qui disait les hommes s'en prennent aux tyrans au lieu de s'en prendre à la tyrannie. Occupez-vous de vos institutions. Arrêtez de vous occuper des tyrans. Essayez de comprendre d'où viennent-ils. Comment se fait-il qu'il y ait des tyrans? Si vous deveniez constituant, vous qui m'entendez là, si vous deveniez constituant, c'est-à-dire méfiant des pouvoirs, au point de tenir à écrire vous-même les règles de votre représentation, au lieu de la laisser écrire par une assemblée constituante élue, c'est-à-dire que vous allez laisser les parlementaires écrire les règles du parlementarisme. Enfin, voyez votre responsabilité dans votre démission. Votre démission du processus constituant vous conduit à une impuissance politique dont vous déplorez tous les jours les conséquences. Tous les jours, il y a un nouveau scandale. Une impunité, une saloperie policière, une saloperie parlementaire, une saloperie ministérielle. Mais ça ne remonte pas à Macron, Étienne. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec Macron. Ça n'a rien à voir avec Macron. Macron est un salaud. Mais ce n'est pas lui le problème. Si vous tuez Macron dans la rue, vous en aurez un autre à la place aussitôt. Parce que vous vous foutez de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Mais il faut... Vous avez été un fervent défenseur du RIC. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en l'état actuel des choses? Il faudrait arrêter de discutailler sur les conséquences de notre impuissance politique. Il faut chercher la cause. Et vous allez en trouver plusieurs. Et donc, parmi les causes, il faut chercher la cause première. Ce que Hippocrate, c'est un vieux médecin antique, hein. Il disait, cherchez la cause des causes. Il y a plein de causes, mais il y a des causes premières qui causent les autres causes. Et il faut chercher la première cause. Là où s'il y en a deux ou trois peut-être, mais chercher la cause des causes, disait-il. Mais c'est ça qu'on devrait faire. Au lieu de se lamenter de la cruauté de nos représentants et de leur impunité, on ferait mieux de chercher d'où vient cette impunité, d'où vient notre impuissance politique à leur résister. Elle vient d'un texte. Il y a un texte dans lequel il est écrit « Le peuple ne décide de rien ». Alors c'est pas écrit comme ça, sinon on ferait la révolution. C'est plus malin. En fait, dans la Constitution, et c'est partout, pareil sur Terre, hein, ce qui est dans la Constitution, c'est une absence. Nous n'y sommes pas. Je vous invite, achetez-vous la Constitution, c'est un petit texte, 4 € chez Dalloz. C'est tout petit, ça tient dans la poche, vous pouvez l'avoir toujours avec vous. J'ai toujours dans mon blouson, j'ai toujours une Constitution. Et cherchez où est-ce que vous êtes. Il y a 89 articles, mais c'est vite lu. Enfin, c'est vite lu, ouais. Quand on voit l'enjeu, ça vaut le coup de... C'est les plans de la prison, hein. C'est les plans de votre prison politique. Et c'est dans ce texte, ce petit texte, la Constitution, tout le monde obéit à la Constitution, hein. La police obéit à la Constitution, l'armée obéit à la Constitution, les juges, les gardiens de prison, les huissiers, tous les pouvoirs obéissent à la Constitution. Donc c'est un texte super important, hein. Et là-dedans, vous n'y êtes pas. Il y a une absence, le peuple n'y est pas. Il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas le moyen de virer un élu dont on n'est pas content, il n'y a pas le moyen de l'arrêter quand on s'aperçoit que c'est un... Comme aujourd'hui, hein, je pense que Macron est un agent de l'étranger. Sinon, c'est incompréhensible ce qu'il fait. Ou bien il est complètement con, mais je ne pense pas du tout qu'il soit complètement con. Il n'est pas incompétent. Il n'est pas du tout incompétent. Au contraire, il a été choisi comme compétent. Compétent, mais mal intentionné. Mal intentionné, même du point de vue du pays. La plupart des ministres sont formés par les États-Unis. Ils vont faire leurs études là-bas et ils reviennent. Ils sont choisis à Davos. C'est une fois qu'ils ont été choisis à Davos, qu'ils peuvent être Premier ministre,
Ils sont choisis par la banque. Là, c'est à nouveau un banquier qu'on a. On avait déjà eu Pompidou qui avait commencé la bascule libérale, la bascule de destruction des services publics, de l'État. Et puis c'est un banquier qui vient finir le boulot. En discutant de ces méfaits, un par un, chaque jour son scandale, on perd son temps. On perd son temps. On discutaille, on bavardouille. Nos discussions me font pleurer. Ça ne sert à rien. Nous discutons comme si nous étions les législateurs. Nous discutions comme si c'est nous qui allions voter les lois. Mais nous sommes dans une prison politique. Ce qui veut dire que tous les plateaux de débat que l'on voit maintenant en permanence. Ça ne sert à rien. Sur LCI, sur nos discussions législatives ne servent à rien. On est comme dans une prison politique. Vous imaginez une prison? Imaginez les murs gris de la prison. Il y a une fenêtre où vous pouvez voir l'extérieur. Et vous avez des militants politiques, donc c'est 10% de la population, même pas, 5% de la population, qui sont agrippés aux fenêtres, qui regardent ce qu'il faut faire dehors, et disent, il faut prendre des décisions de gauche. Et puis il y a des gens de droite qui disent, pas du tout, gauchiste, il faut prendre des décisions de droite. Et on se tape sur la gueule à l'intérieur de la prison. À l'intérieur de la geôle, nous ne décidons de rien, les militants. Nous regardons à l'extérieur, ceux qui ne sont pas militants, ils sont dans la prison, mais ils ne regardent même pas à l'extérieur, ils sont anesthésiés, ils regardent une télé. Ils regardent une télévision, ça veut dire autant dire qu'ils regardent un film, ils sont dans une réalité virtuelle. Et eux, ils ne font même carrément pas de politique. Mais ceux qui font de la politique, même les militants, je parle des gens les plus, j'allais dire intelligents, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est même les gens les plus conscients, les plus éveillés. Et les gens de droite, pour moi, sont aussi éveillés que les gens de gauche. Hein. Les militants sont des gens qui se sont réveillés d'un sommeil et qui font de la politique. Mais c'est important ce que je vous dis. C'est incroyable que je sois le seul à dire ça. C'est incroyable. Pour moi, c'est une extravagance qui est qu'un seul bonhomme qui réfléchisse dans un pays aussi grand que la France, qui réfléchisse aux conditions de la souveraineté. Quel est le processus qui va permettre d'établir la souveraineté? Il y a des tas de souverainistes, il y en a plein que je lis, qui m'intéressent beaucoup, mais aucun ne travaille sur le processus constituant. Et donc on est tous là. Je reviens à mon image de prison, parce qu'il y a les souverainistes là-dedans. Les souverainistes sont en prison comme nous, ce n'est pas les souverainistes qui votent les lois, hein. Les souverainistes, les militants politiques qu'on appelle souverainistes, c'est des gens impuissants politiquement, comme moi, comme vous. Comme nous tous, hein, c'est des gens, ce sont des incapables majeurs, des incapables politiques. Et ces gens-là sont aux fenêtres en train de dire il faut prendre des décisions de gauche, non, il faut prendre des décisions de droite. Et on se tape sur la gueule, on se déteste, on se parle plus, on se voue aux gémonies, on s'ostracise les uns les autres dans la prison. Dans la prison, tout ça. Hein. C'est des discussions à la con, parce que c'est pas nous qui décidons. Nos discussions ne changent rien. Parce que finalement, on participe à entretenir ce système qui est mis en place contre évidemment, le peuple. Puisqu'on va élire. Et en plus, on dit qu'on va voter. Alors que voter, c'est décider. Et nous ne votons jamais. On va élire. Et quand on élit, sauf dans le référendum. Un référendum, on va voter. On va décider. Mais la plupart du temps, dans tous les cas, pratiquement, on va élire. Et quand vous élisez, vous mettez le nom de quelqu'un dans un bulletin, dans une urne. C'est votre voix que vous mettez dans une urne, comme une urne funéraire. Hein. En fait, vous abdiquez. Vous dites, c'est lui qui va tout voter à ma place. Vous acceptez que ce soit lui qui vote tout à votre place. Mais c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, vous voteriez les lois. Là, vous avez un système dans lequel vous renoncez à voter quoi que ce soit. Et nous l'appelons démocratie. On n'arrive pas à penser avec les mots à l'envers. Je reviens à mon image de prison. C'est super important. Hein. Cette image-là, elle vous permet bien de comprendre ce à côté de quoi nous passons complètement tous. C'est dingue. On est dans une prison. Vous imaginez que la prison, on ne peut pas sortir, hein? C'est pas nous qui décidons. On est enfermés. On est des incapables. Et les plus éveillés d'entre nous sont à la fenêtre. Ah, il y a des barreaux à la fenêtre, hein, on ne peut pas sortir. Juste regarder et puis réfléchir. Et puis on regarde nos voisins et on se dispute dans la prison. Alors que, derrière, là où personne ne regarde, il y a une porte. Il y a une porte, la prison. Elle n'est pas fermée à clé. Moi, je vous dis, elle n'est pas fermée à clé.
Il n'y a pas de serrure. Je vous jure qu'il n'y a pas de serrure. Elle est juste lourde. C'est une grosse portasse, lourde. Et tout seul, je ne peux pas la pousser, évidemment. Nous, ensemble, on ne peut pas. Vous mettez tous les gens de gauche ne sont pas assez forts. Mettez tous les gens de droite ne sont pas assez forts. Mettez tous les abstentionnistes ne sont pas assez forts. Encore que les abstentionnistes, ils sont à 50% et plus, peut-être qu'ils seraient assez forts. Mais vous mettez les gens de gauche, de droite ensemble. Vous mettez les prisonniers, au lieu de se disputer comme des cons. Arrêtez de vous disputer temporairement. Pour commencer par le commencement. Commencez par l'évasion de la prison. Retournez-vous vers la porte, poussez la porte et on se barre. On écrit nous-mêmes la Constitution. Et on se disputera après pour savoir ce qu'on fait du pouvoir populaire qu'on va enfin instituer nous-mêmes. Mais concrètement, ça marche concrètement, Étienne, concrètement. On se barre de la prison, d'accord, on ouvre la porte, mais derrière. Il faut qu'on écrive la Constitution. Mais en quoi ça ferait changer les choses? Il faut que les gens comprennent, les gens qui vous entendent, il faut qu'ils comprennent. Vous écrivez un texte, d'accord, vous écrivez la Constitution. C'est pas moi qui écris la Constitution. Oui, il faut que... Moi j'en écris une, vous en écrivez une, il faut qu'on se soit entraîné. Quand vous apprenez à vos enfants à écrire, au début ils regimbent, ils sont pas d'accord. Fais chier, papa, maman, écrire. Mais si, mais bien sûr que tu vas écrire. Mais ça sert à rien. Mais comment ça sert à rien? Oui, les lignes de A que tu es en train d'écrire servent à rien. Mais c'est plus tard, tu vas voir. Fais-moi confiance, plus tard, quand tu sauras faire des A, des B, et puis ensuite des mots et ensuite des phrases, tu verras, ça servira. Eh bien, on en est là. L'humanité en est là. On rechigne à écrire, à apprendre à écrire des articles de Constitution en disant ça sert à rien. Mais là, il faudrait qu'on ait une autorité qui nous dise, parce qu'on est comme des enfants, hein, collectivement, je veux dire. Je vois l'humanité comme un cerveau collectif, donc chaque humain serait un neurone, et l'Internet nous connecte enfin. Donc on est en train de grandir et de s'apercevoir que on a un problème avec les pouvoirs, on n'a pas assez surveillé les pouvoirs. Et que donc il faut qu'on apprenne à surveiller les pouvoirs, à contrôler les pouvoirs, il faut qu'on apprenne à écrire les règles du pouvoir, il faut qu'on apprenne à écrire la Constitution. Et vous êtes là à me dire ça sert à rien, parce que les pouvoirs vont pas se laisser faire. Mais on n'a pas besoin qu'ils se laissent faire. Quand un adolescent, un enfant qui devient un adolescent, vous regardez 100% de sa vie passée, c'est de l'obéissance. Et si vous essayez d'imaginer son futur avec son passé, en disant que ça va se prolonger, ce qui a été sera à nouveau, vous allez dire, ce gars-là, il va obéir toute sa vie. Non, pas du tout. Il y a un moment, quand vous êtes adolescent, vous vient le désir de liberté, et vous allez vous émanciper, vous n'allez pas demander l'autorisation à vos parents. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne demandez pas l'autorisation, et le fait que vous deveniez adulte ne va pas être contrecarré parce que les parents ne veulent pas. On n'en a rien à foutre qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas. Vous allez devenir libre. C'est pas eux qui décident, c'est vous. Alors quand vous me dites, les pouvoirs vont pas se laisser faire, mais vous n'avez pas compris ce que je dis. Je ne vais pas demander le pouvoir aux élus. C'est pas ce que j'ai dit, Étienne. Oui, d'accord, peut-être. Mais je retrouve quand même quelque chose qui m'est souvent objecté, et je trouve que l'objection ne tient pas. On me dit, les pouvoirs vont pas se laisser faire. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, mais il n'y a rien de plus concret que ce dont je vous parle. Il n'y a aucun militant politique dans le pays, et peut-être même sur Terre, qui soit aussi concret que ce que je vous dis. Enfin, je vous dis concrètement, occupez-vous de votre souveraineté. Il n'y a pas plus concret que les ateliers constituants. Ok, ça ne marche pas tout de suite, mais c'est pas pour ça que c'est pas concret. Quand vous apprenez à votre enfant à écrire des A, c'est super concret. Il est en train d'apprendre à écrire, l'enfant. C'est super important. Ça va lui servir toute sa vie, ça, à écrire. Et c'est super concret. Et c'est pas parce que ça n'a pas des résultats tout de suite que c'est pas concret. Et quand vous omettez d'apprendre au peuple, à la population, aux citoyens, aux humains, quand vous omettez de leur apprendre à se méfier des pouvoirs et à écrire eux-mêmes les règles du pouvoir, quand vous omettez ça, mais c'est vous qui êtes complètement pas concret, c'est vous qui êtes complètement abstrait et idéaliste en pensant que les pouvoirs vont se contrôler eux-mêmes, mais vous rêvez complètement. Ça c'est idéaliste, c'est fumeux, c'est vaporeux. Ce que je vous dis est très concret. Alors après on me dit, mais quand est-ce que ça va se passer? Mais j'en sais rien, je suis pas devin, moi. Ça va se passer quand vous allez vous bouger le derrière. Hein. Vous avez vu, j'ai pas dit de gros mots. Ça va se passer quand les gens vont arrêter de dire Chouard, c'est théorique, et puis Chouard, il a tel et tel défaut. On s'en fout de Chouard. Arrêtez. C'est pas le chouardisme que je vous propose. Je vous propose, oubliez Chouard, on s'en fout. Je vous dis, il faut que vous appreniez à écrire vous-même les règles de votre représentation. Il faut que vous appreniez vous-même à instituer des pouvoirs et les contrôles qui vont avec.
Si vous attendez que les pouvoirs instituent eux-mêmes leur contrôle, mais vous allez attendre la nuit des temps. Si vous êtes trop con, ça ne va pas, vous êtes trop un enfant là, vous êtes trop infantilisé par l'élection. Je le comprends, hein, c'est un reproche bienveillant que je vous fais, c'est un reproche affectueux j'allais dire d'un parent qui veut aider l'enfant à s'émanciper, mais je ne veux même pas me mettre dans cette position de supériorité, celui qui aurait compris et les autres qui n'ont pas compris, c'est pas du tout ça, je vous dis simplement, si vous cherchez la cause de votre impuissance, si vous cherchez la cause des saloperies que vous font les représentants, il faut que vous alliez comprendre d'où vient que vous ne puissiez pas leur résister. Et vous allez trouver qu'il y a un texte dans lequel il est écrit que vous n'avez aucun pouvoir. C'est pas écrit comme ça, c'est une absence. Mais enfin, c'est quand même évident, quoi. Hein. Dans la Constitution, vous n'y êtes pas. Vous ne décidez de rien. Bon, mais qui a écrit ce fichu texte? Faut pas que je dise de gros mots. Qui a écrit ce texte? Les élus? Eh ben, attendez, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour comprendre que si ce sont les élus qui écrivent les règles de l'élection, eh ben, ils vont prendre tout le pouvoir pour eux, ils vont vous en laisser aucun. Ils vont vous en laisser aucun, vous n'aurez pas de pouvoir. Mais c'est parce que vous les avez laissés écrire. Ils sont grands parce que vous êtes à genoux. Là-bas ici, ils sont grands parce que vous êtes à genoux. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Alors ça, c'est théorique. Et alors, comment on fait concrètement? Ben, concrètement, on fait des ateliers constituants. Le mot atelier vous emmerde parce que... Il ne faut pas que je dise gros mots. Le mot atelier vous embête parce que c'est encore du travail. Il me casse les pieds, celui-là. J'ai déjà, comme si j'avais pas assez de travail. En plus, il fallait travailler, écrire la Constitution. Bon, appelez pas ça atelier constituant, appelez ça apéro constituant. Appelez ça fiesta constituante, bamboula constituante, jeu constituant. Mais parlez de la Constitution, réfléchissez à la Constitution, réfléchissez à votre souveraineté. Réfléchissez à votre souveraineté. Ça va changer l'histoire de l'humanité. Donc on a écrit des constitutions. Ouais. Sauf qu'on a raté un truc important, c'est qu'on a laissé écrire les constitutions depuis 1789. Hein. On a laissé écrire les constitutions par les hommes, les seuls qui ne devraient pas l'écrire. Bon, c'est une erreur, on a fait 200 ans d'erreur. Ok, mais c'est pas fini l'histoire. Là, on a Internet qui nous permet de nous passer le mot. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est pas. Écoutez bien ça. Je m'arrête. Réfléchissez. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et le silence est exprès là. Et pour les Gilets jaunes, de les reformuler, c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. C'est pas aux élus, c'est pas aux ministres, c'est pas aux présidents. Ils ne devraient pas pouvoir toucher à la Constitution. Donc c'est à vous, les simples citoyens, hein, les humains, les hommes, les femmes, d'apprendre vous-même. Et comment vous allez faire sans vous entraîner, bande de feignants? Vous êtes là à me dire, écris-la toi la Constitution. Mais vous m'embêtez, je veux pas, c'est pas à moi de l'écrire. Et c'est même pas une Constitution dont on a besoin. Il y en a un qui s'oppose au propos Goutenay. Ouais. C'est même pas une Constitution dont on a besoin. C'est de citoyens constituants. Il nous faut des soldats démocratiques, qui vont la faire respecter, mais qui vont l'avoir pensée avant. Donc ils vont l'avoir écrite. Faites attention, je ne vous dis pas que la solution viendra d'une bonne constitution. Hein. Oui, il faudra une bonne constitution, mais ce n'est pas la cause. La cause d'une bonne constitution, ce n'est pas un texte qui tombe du ciel et qui est écrit par un penseur qui serait supérieur aux autres. Pas du tout, du tout. La constitution, c'est un texte qu'il faut qu'on ait pensé nous-mêmes. Quartier par quartier, village par village. Vous allez instituer une communauté politique. Commencez par, avant de prendre la moindre décision. La première de vos décisions, c'est on s'assoit autour d'une table, en rond, et on discute autour d'un feu, et on discute de notre représentation. Il n'y a pas encore de représentant. Faites attention, il y a un piège, super important ça. Il y a un piège, les voleurs de pouvoir, comme je les appelle, parce que moi, ça fait 20 ans que je me bats contre les politiciens. Donc ma bagarre, c'est ma bagarre contre les voleurs de pouvoir, qui sont des ennemis du peuple. C'est des gens qui veulent décider à notre place. Donc c'est des ennemis de la démocratie. Et ces gens-là vont prétendre que la Constitution est un contrat social entre eux et vous, entre les représentés et les représentés. Les représentés et les représentants. C'est pas vrai. C'est pas ça du tout. Une Constitution, c'est un contrat social entre les représentés. Il n'y a pas encore de représentants. On se réunit autour du péage du pont de l'Étoile et on va décider comment on va être représenté. Est-ce qu'on veut des représentants ou est-ce qu'on veut tout décider nous-mêmes? Si on veut des représentants, comment on veut les désigner? Est-ce qu'on veut Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça vaut le coup de le reprendre parce que c'est super important.
Je vous fais le cahier des charges de ce à quoi vous devez réfléchir. Comment vous allez désigner? Par élection, comme aujourd'hui, parmi des candidats qu'on peut aider, ceux qui donnent tous les moyens de mettre au pouvoir leurs marionnettes à ceux qui ont les moyens d'aider, donc aux plus riches? Ou bien est-ce que vous préférez le tirage au sort qui va désigner, qui est équitable et incorruptible, qui va empêcher les riches, pour la nuit des temps, hein, le tirage au sort va interdire aux riches d'accéder au pouvoir. Réfléchissez dans votre tête. Est-ce que vous préférez l'élection ou le tirage au sort? Je ne peux pas vous en parler plus là, j'ai besoin, moi je peux parler 8 heures du tirage au sort à l'élection, mais je résume, mais est-ce que vous préférez élire ou tirer au sort? Quel mandat vous leur donnez à ces représentants? Est-ce que vous voulez qu'ils votent toutes les lois à votre place comme aujourd'hui et qu'ils vous considèrent comme des enfants, des incapables, et c'est eux les maîtres? Est-ce que vous voulez des maîtres? Ou est-ce que vous voulez des représentants qui soient vos serviteurs? Est-ce que vous voulez qu'ils vous préparent les lois, parce que vous n'avez pas le temps, mais une fois que les lois sont prêtes, vous voulez qu'ils vous les exposent, et puis vous allez les voter vous? C'est autre chose, ça. Et puis c'est à nous de décider, c'est pas aux représentants de décider ça, c'est aux représentés. Est-ce que vous voulez, quel mandat ça s'appelle le mandat, la mission que vous leur donnez. Et comment vous voulez les contrôler? Est-ce que vous voulez qu'ils vous rendent des comptes à la fin de leur mandat ou bien pendant leur mandat? Est-ce que vous voulez que toutes les semaines, ils vous rendent compte? Et puis on les surveille. Comment vous les surveillez? Puis comment vous les virez quand vous n'êtes pas content? Par référendum, d'initiative citoyenne, vous dites, lui, on n'en veut pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour le virer? Oui, on est d'accord pour le virer. Hop, et bien il est viré. Il est viré, on n'en veut plus. On ne veut plus de ce représentant. Mais ça s'écrit dans la Constitution, ça. Pourquoi c'est pas écrit dans les Constitutions? Parce que c'est les représentants qui ont écrit la règle. Évidemment qu'ils ne veulent pas qu'on les foute dehors. Donc ils ne l'écrivent pas. Ils ne prévoient pas de RIC. Ils veulent exercer le pouvoir eux-mêmes. Ils ne veulent pas vous le donner. Mais la cause principale, c'est pas que la Constitution est mauvaise. Oui, elle est mauvaise. C'est une anti-constitution. Mais c'est pas la cause. La cause, c'est que ce sont les élus qui l'ont écrite. C'est même pas la cause première, ça. Parce qu'ils l'ont écrite, parce que vous les avez laissés faire. Et en fait, c'est nous, c'est notre démission. Là, on a la cause première. Là, on a la cause des causes. La cause des causes, c'est notre démission du processus constituant. C'est parce que nous les laissons faire qu'ils écrivent la Constitution, qu'ils instituent l'élection, ce qui permet aux riches d'accéder au pouvoir politique, ce qui leur permet d'écrire les règles du capitalisme, parce que depuis l'élection, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est synchrone, l'élection a permis aux riches, aux marchands, qui auparavant dans l'Ancien Régime étaient tenus à l'écart des pouvoirs, ils avaient du pouvoir, ils avaient de l'influence, mais ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'avaient pas le pouvoir législatif, ils n'avaient pas le pouvoir exécutif, les marchands étaient tenus à l'écart du pouvoir. Et ce qui s'est passé en 1789, et puis ensuite dans les pays où il y a eu constitution, élus, des assemblées constituantes élues, c'est que les marchands ont pris le pouvoir. Donc les plus riches sont devenus les législateurs. Mais c'est une catastrophe planétaire. Ça donne le capitalisme. Parce qu'après ça, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se mettent à écrire les lois du capitalisme. Donc l'anonymat des capitaux, la liberté de circulation des capitaux, le libre-échange, le salariat avec la subordination totale des travailleurs aux propriétaires, la non-limite à la propriété, l'absolue illimitation de la propriété, c'est-à-dire qu'on peut accumuler jusqu'à devenir un Jeff Bezos, un Elon Musk, un dingue qui a tellement d'argent, qui ne sait plus quoi en foutre, qui va envoyer des fusées pendant que les gens crèvent de faim, il va envoyer des fusées je ne sais pas où, et puis il va opprimer, il va acheter tous les médias, il va s'enraciner dans son pouvoir en se protégeant contre toutes les formes de contrôle possibles, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les règles? Il va prendre le contrôle de la monnaie. Ils ont pris le contrôle de la monnaie. Le contrôle de la monnaie, mais le contrôle de la monnaie, c'est un service public. Ça devrait être, c'est politique, ultra politique. Ça devrait être notre outil de souveraineté. L'identité numérique qui arrive bientôt. Et l'identité numérique, ça c'est En plus, on arrive à un stade technique où les riches qui ont pris le contrôle en 1789, 1789 c'est le début du capitalisme, c'est l'élection. Ne vous trompez pas de cause du capitalisme. Les marxistes disent que c'est l'organisation de la production qui débouche en conséquences juridiques. Je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà, c'est très immodeste de dire ça, mais moi je pense que la cause elle est juridique, la cause elle est politique. C'est parce que les marchands ont pris le pouvoir qu'on a eu le capitalisme. Il y avait avant tout ce qu'il fallait pour que ça devienne le capitalisme, mais il y avait des freins, il y avait un empêchement. Les accumulateurs d'argent n'avaient pas le moyen de légiférer. Ceux qui avaient le pouvoir, c'était le clergé et la noblesse. C'était pas les marchands. Et ce qui a fait le capitalisme, c'est-à-dire ce pouvoir débridé des marchands, c'est l'élection. L'élection qui permet aux marchands, aux grands marchands, notamment aux marchands d'argent, c'est-à-dire aux banquiers, les usuriers, ça leur permet d'accéder au pouvoir politique.
pouvoir politique, mais c'est super important, c'est le pouvoir de décider. Et donc de décider de toutes les règles du capitalisme. Et donc ils ont pris le contrôle de la monnaie, ils ont pris le contrôle des armées, etc. Quand vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, vous avez répondu à la question. J'ai répondu à la question, mais complètement, si tu veux. C'est-à-dire que, il ne faut pas me dire que c'est pas concret. Je me vante quand je dis ça, mais je voudrais que vous compreniez quand même que je crois que je suis le seul, et je me désespère d'être le seul intellectuel du pays qui travaille sur les conditions d'advenue d'une émancipation. Je ne parle pas seulement d'émancipation, je ne dis pas seulement il faudrait qu'il y ait le vote blanc, il faudrait qu'il y ait le RIC, il faudrait qu'il y ait une monnaie. Tout ça, c'est des discussions qui ne servent à rien. C'est pas moi qui décide, c'est pas nous qui décidons. Il faut que nous réfléchissions au processus constituant. Le cœur de mon boulot, là. Et malheureusement, l'originalité, je voudrais être banal, il faudrait que ça devienne une banalité de dire ça. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un peuple constituant. Et dans un peuple devenu constituant, parce qu'entraîné à réfléchir à sa constitution, il n'y a plus de place pour un tyran. L'idée que je défends, elle est antifasciste. Je dis fasciste, c'est typé, hein, c'est historique, c'est Mussolini, c'est une période de l'histoire, mais depuis nous appelons fascisme toutes les formes de domination arbitraire. Donc, quand je dis fasciste, comprenez-moi ce que je veux dire. Fascisme, c'est toutes les formes de domination arbitraire. Donc le capitalisme est un fascisme, oui bien sûr. Le capitalisme est un fascisme, c'est une saloperie. Et le fait de devenir constituant, c'est-à-dire le fait de devenir capable, je ne vous parle pas d'une constitution, je vous parle de constituant, je vous parle de citoyen, d'humain, d'être humain, devenu capable, parce qu'on leur a appris à écrire, ils ont appris eux-mêmes. C'est pas qu'on leur a appris, c'est eux-mêmes ont appris, ont décidé d'apprendre, de s'entraîner. Ils ont appris à écrire les règles du pouvoir, mais il y aura plus d'abus de pouvoir, il y aura des tentations d'abus de pouvoir. Puis on va corriger la Constitution. Mince, ce pouvoir a réussi à abuser. Ah oui, on a oublié de mettre ce contrôle. Et on va modifier la Constitution pour mettre le contrôle qui manque. Mais il faut qu'on se donne le pouvoir constituant. Hein. Il faut absolument que le peuple ait le pouvoir, le premier pouvoir, le pouvoir fondamental en démocratie, c'est le pouvoir constituant. Et permanent. Donc, ce pourquoi il faut militer, ce pourquoi je me bats, moi, depuis 20 ans, c'est pour des citoyens constituants. Formulé autrement, je me bats pour un processus. C'est technique, mais avec ce que je vous ai dit, normalement, vous devriez comprendre. Je me bats pour un processus constituant, populaire, permanent. Permanent. Il faut qu'on puisse changer la Constitution. Comme disait Condorcet, une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations suivantes. C'est une façon très belle de dire ça. Hein. C'est très bien dit. Une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations suivantes. Les penseurs de la Constitution de 58, qui sont des tyrans, enfin pour moi c'est des voleurs de pouvoir, hein, je leur dois rien du tout. Moi j'ai rien voté, j'ai pas voté cette Constitution, je voudrais pouvoir la changer, mes enfants non plus, vous non plus. Ceux qui ont écrit ces règles sont tous morts, ou quasiment, ou ils sont en voie de mourir incessamment. Même ceux qui ont voté la Constitution sont presque morts. Non, les morts gouvernent les vivants, ça suffit, quoi. Hein. Et donc, il faut qu'il y ait un processus constituant permanent. Quelle est la procédure, concrètement, quelle est la procédure du PCPP, processus constituant populaire permanent, PCPP. Quelle est la procédure du PCPP? C'est le RIC constituant. C'est le plus important des RIC. Avec lui, vous aurez les autres RIC, et les autres RIC vous donneront le pouvoir législatif, le pouvoir abrogatoire pour abroger les lois, le pouvoir révocatoire pour révoquer les élus. Donc en fait, la procédure, elle est simple. C'est le RIC, notamment le RIC constituant. Mais ça va rester très compliqué tant que vous n'allez pas vous préoccuper de qui va écrire ce texte. Qui va écrire le RIC? Les élus? Et c'est une blague, ils n'écriront jamais. Jamais. Je mettrai ma main au feu. Jamais un élu vous donnera un vrai RIC. Jamais, il préfère crever. C'est comme si vous le mettiez au chômage, c'est comme s'il faisait harakiri. Il ne le fera pas. Et je ne lui en veux pas. C'est pas à lui de le faire. Est-ce que l'on peut évoquer avec vous ce qui se passe dans l'Est, en Ukraine? On en parlait hier au téléphone avant d'arriver chez vous. Vous m'avez dit, on nous prépare à la guerre. On sait que Thierry Breton veut... C'est plus qu'on nous prépare, on nous jette dans la guerre. On y est dans la guerre. Hein. Nous armons des soldats qui vont tuer les Russes. Thierry Breton veut réarmer l'Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire?
D'abord, ça confirme ce que je dis depuis 20 ans, c'est-à-dire que l'Europe, c'est pas la paix, c'est la guerre. Déjà, l'Europe a bombardé Belgrade à la fin des années 90, vous vous souvenez? Nous avons bombardé Belgrade pendant des semaines. Bombardé une ville, une capitale, pleine de civils évidemment, bombardée, dévastée. Et là, on recommence, on va bombarder les Russes. Non mais... deux choses. Je ne développe pas sur le fait que l'Occident voulait cette guerre, que l'Ukraine voulait cette guerre. L'Ukraine voulait la guerre avec la Russie parce que c'était le seul moyen d'entrer dans l'OTAN. Écoutez le numéro 2 de Zelensky, dans une vidéo de 2019, donc avant la guerre, qui disait, comme ça, face caméra, qui disait, si on veut entrer dans l'OTAN, le seul moyen, c'est de pousser les Russes à la guerre. Il faut qu'on ait une guerre avec la Russie pour qu'on puisse entrer dans l'OTAN. Vous devriez lire Jacques Baud, B-A-U-D. Voilà, il a écrit 2 livres très importants. Un sur Poutine et l'autre sur Opération Z. Je ne me souviens plus du titre exact sur Poutine. Poutine, maître du jeu, point d'interrogation. Premier livre sur l'avant-guerre. Et Opération Z, livre sur la guerre. Remarquable. J'en connais pas de meilleur. J'en ai 12, 13 livres sur la guerre, sur l'Ukraine. Beau, c'est, je trouve, les meilleurs, le plus pondéré, le plus calme, celui qui rappelle que l'Ukraine a annexé la Crimée en premier. La Crimée a déclaré son indépendance la première. C'était le premier satellite soviétique à dire je suis indépendant. L'Ukraine a accepté. C'était début 91, février 91, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, décembre 91, l'Ukraine devient autonome aussi, donc vote par référendum son autonomie. Et juste après, se met à intriguer pour reprendre la Crimée. Et 5 ans après, je crois, 4 ans après, en 95, elle annexe la Crimée. L'Ukraine a annexé la Crimée. Et on vient nous dire aujourd'hui que la Crimée dépend de l'Ukraine naturellement, Et c'est important de le rappeler ça, que l'Ukraine a annexé la Crimée et que la Crimée, en fait, elle a plusieurs fois voté son indépendance en résistant à l'Ukraine. Je ne vais pas m'étendre sur le fait que la Russie ne pouvait pas faire autrement qu'intervenir là, pour éviter que les Russes d'Ukraine, du Sud-Est, ne soient massacrés par des gens qui avaient déjà commencé à les massacrer depuis 8 ans, qui bombardaient les Russes d'Ukraine depuis 8 ans, et là tout le monde s'en foutait, et puis qui avaient concentré l'armée ukrainienne se concentrait autour du Donbass et allait attaquer. Donc si vous voulez sauver les Russes, là il fallait intervenir. Je pense que si vous étiez Poutine, si nous étions à la place de Poutine, on aurait fait comme lui. Voilà. Mais je ne vais pas développer là-dessus, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse, évidemment, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Il y a quelques intellectuels, quelques journalistes qui rappellent ce que je viens de vous dire. Que la Russie, que si vous étiez Poutine, si vous étiez à sa place, à défendre les Russes, vous feriez la même chose. C'est pas Poutine l'agresseur. C'est important. Ça. Malgré ce que les médias ne cessent de dire. Malgré ce que les médias répètent. Je pense que le geste de Poutine est un geste de défense. Vrai, objectivement. Quand on étudie tout, et pas seulement... Si on regarde que février 2022, on se dit c'est lui l'agresseur. Puis tu regardes, tu prends du recul, tu regardes ce qui s'est passé, tu dis ok, ça va, il se défend. Il se défend, et en fait, il aurait dû se défendre avant. Et il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas les armes. Et maintenant qu'il a des armes hypersoniques, c'est pas supersonique, c'est hypersonique, c'est-à-dire les armes contre lesquelles personne ne peut rien. Il a les moyens de dire non, vous allez arrêter, et vous n'allez pas faire ça. Non, vous n'allez pas tuer les Russes à côté, à mes frontières. Non, ça, vous ne le ferez pas. Voilà, je vais vous montrer que vous ne le ferez pas. Maintenant qu'il a les armes, il le fait. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il ne l'a pas fait avant, c'est qu'il n'avait pas les armes pour le faire. Bref, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Le plus important, d'abord sur la guerre en général. Je vais vous ramener, comme avec un élastique, à la Constitution et à notre rôle dans la Constitution. Dans toute l'histoire des hommes, il y a des guerres. Et au moment des guerres, on se ressoude autour d'un chef.
et on lui obéit parce que sinon on va crever. Et si on n'est pas discipliné, en temps de guerre, si on n'est pas discipliné, on va se prendre une pâtée et là on va devenir les esclaves de ceux qui ont gagné, donc ça va mal se passer. Donc les humains savent, depuis Cro-Magnon, les humains savent qu'en temps de guerre, de vraie guerre, il faut faire corps autour du chef, pour pas crever quoi. Hein. Donc les pirates le savaient. Les pirates, c'est une société humaine très 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 intéressante et très importante à travailler parce que il y a une allégorie de l'humanité en fait sur les bateaux pirates qui étaient les pirates avant d'être pirates, c'était des marins qui étaient des damnés de la terre, esclaves sur leur bateau d'un équipage cruel et qui se mutinent, zigouillent leur bourreau, prennent le pouvoir sur le bateau et établissent la démocratie. Les navires pirates étaient incroyablement démocratiques. Parce que ces gens-là ont décidé que plus jamais on leur offrait le coup de la domination arbitraire. C'est Marcus Rediker qui a écrit des livres magnifiques sur le pirate de tous les pays. Alors quel est le régime qu'établissent les pirates? Il y a deux régimes, temps de paix, temps de guerre. Pendant l'abordage, donc ils élisent un capitaine qui n'a de pouvoir que pendant la guerre. Donc pendant la guerre, on lui obéit. Il dit de faire, on ne discute pas. Mais en temps de paix, il n'a pas de pouvoir. Et pour vérifier, comme on sait qu'il y a un risque qu'il essaye d'avoir le pouvoir en temps de paix, on désigne un quartier-maître dont le boulot est de le jeter au requin si jamais il se met à exercer le pouvoir. C'est pareil avec les Sioux. C'est pas seulement les Sioux, les Iroquois, les Indiens d'Amérique. Vous savez, les chefs à plumes, là. Ces chefs à plumes n'ont de pouvoir qu'en temps de guerre. En temps de paix, un Indien n'imagine pas d'obéir à un ordre. Il n'imagine pas d'en donner non plus. Les Indiens sont très jaloux de leur souveraineté, de leur dignité humaine. Dans une tribu, la coutume se change à l'unanimité. Si un Indien refuse de changer la coutume, on ne change pas la coutume. Eh bien, nous devrions faire ça. Nous devrions, dans une constitution d'origine citoyenne, nous devrions instituer des pouvoirs qui ne peuvent pas déclarer la guerre et qui ont beaucoup moins de pouvoir en temps de paix, mais qui ne peuvent pas déclarer la guerre. Parce que les pouvoirs savent bien qu'en temps de guerre, il suffit de dire, comme Macron pendant la crise Covid, qui pour moi c'est une bascule totalitaire, c'est un coup d'État la crise Covid. C'est pas une crise, c'est pas sanitaire, c'est un coup d'État totalitaire. Mais quand Macron dit nous sommes en guerre, on a un cas d'école là. On a un cas d'école d'anéantissement de notre souveraineté. Alors là vraiment il y a d'abus de pouvoir chimiquement pur. Les tyrans savent que tous les humains savent qu'en temps de guerre, il faut se la fermer. Il faut être docile. Alors, en temps de guerre, c'est pas le moment de contester, c'est pas le moment de faire chier. On ne dit pas de gros mots. Tous les hommes le savent et les tyrans savent que nous le savons. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la guerre. Bon sang, ils créent la guerre parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'il n'y a pas d'institution pour leur interdire. Dans la Constitution que je suis en train d'écrire, j'écris explicitement l'exécutif ne peut pas déclarer la guerre. Il faudrait que je l'écrive autrement, il faudrait que j'écrive il est interdit à l'exécutif de déclarer la guerre sous peine de forfaiture et de destitution. Tu déclares la guerre, tu es destitué. Voilà, tu ne peux pas faire ça. C'est une chambre de citoyens tirée au sort. Il nous faut une institution qui ne soit pas l'exécutif, qui soit capable d'évaluer la situation et de dire oui, là, on est en guerre. Ils le disent. Ok, s'ils le disent, il faut ensuite que le pouvoir exécutif se mette en branle et exécute ce qu'on lui a dit. Mais l'exécutif, il faut comprendre qu'il y a une vraie grande différence entre les deux mots, exécutif et gouvernement. Quand on dit exécutif, on cherche à limiter ce fichu pouvoir armé. Et on l'appelle exécutif parce qu'il ne fait qu'exécuter. Et on va le surveiller pour qu'il ne fasse pas plus qu'exécuter. Il ne faut surtout pas le laisser légiférer. Il ne faut pas le laisser décider. Il faut qu'il l'exécute, c'est tout. C'est déjà très dangereux parce qu'il a les armes. Dans une constitution, quand on est constituant, quand on a réfléchi au pouvoir, on sait que par nature, par construction, c'est mécanique. On ne peut même pas leur en vouloir, ce n'est pas une question de personne. Les pouvoirs exécutifs vont avoir tendance à s'autonomiser. Tous les pouvoirs, mais notamment l'exécutif. Mais l'exécutif, c'est particulièrement dangereux. Tous les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser. Comme un truc tombe, vous prenez un objet, vous laissez tomber,
il est mu par une force qui lui est supérieure, il va suivre cette force, il va tomber jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Les pouvoirs, c'est pareil. Ils vont avoir tendance à abuser et à s'autonomiser, c'est-à-dire à se rendre impunis, à s'affranchir progressivement de tout contrôle. Donc, sachant ça, on ne leur en veut pas, on a besoin de pouvoir, on va les instituer, malgré le fait qu'on sait qu'ils vont certainement avoir tendance à s'autonomiser, à s'affranchir de tout contrôle, eh bien on va leur interdire. On va mettre des institutions de contrôle autour d'eux pour les empêcher. La Constitution, ça ne sert qu'à ça. Et une Constitution qui ne fait pas ça, c'est un fake. C'est une fausse Constitution. Nous n'avons pas de Constitution. Est-ce que le fait de nous pousser, Étienne Chouard, vers la guerre, est-ce que c'est, selon vous, parce que le pouvoir sentirait ou sent que son pouvoir pourrait lui échapper? Mais évidemment. Mais c'est comme ça. Mais c'est toujours comme ça. C'est pas spécifique à notre situation. Le pouvoir déclenche des guerres à chaque fois qu'il veut reprendre le contrôle. Donc il déclenche une guerre extérieure à chaque fois qu'il veut reprendre le contrôle de l'intérieur. La guerre de 14, c'est rien d'autre. Hein. La guerre de 14, c'est une poussée révolutionnaire en France et en Allemagne, une poussée révolutionnaire, avec des jeunes gens extrêmement instruits, des marxistes, hein, socialistes au sens premier, collectivistes, qui veulent anticapitalistes. Donc des jeunes gens très formés, très nombreux, très déterminés, très cultivés, et qui veulent mettre en place l'impôt sur le revenu. Donc la guerre de 14, c'est une guerre de classe. T'as les vieux riches qui jettent les jeunes révolutionnaires pauvres, les ouvriers, hein, qui les jettent les uns contre les autres. Alors les bourgeois français jettent les ouvriers français contre les ouvriers allemands, et les bourgeois allemands jettent les ouvriers allemands contre les ouvriers français, et c'est les ouvriers qui vont crever. Et pourquoi ça dure? Mais parce qu'il y en a beaucoup à tuer, il y en avait beaucoup qui étaient prêts à faire la révolution. Et la guerre a servi à éviter la révolution. Est-ce que cette guerre contre l'Ukraine, Étienne Chouard, est selon vous inévitable, ou est-ce que évidemment, le peuple, le peuple peut agir, et d'ailleurs de quelle manière, pour l'éviter? Là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, et je vais me répéter, pardon, mais nos discussions n'ont aucun intérêt. Parce que c'est pas vous qui allez décider si la guerre va continuer ou pas. C'est pas du tout vous, ni moi, ni... Nous ne décidons de rien. Par référendum d'initiative citoyenne, nous pourrions dire, est-ce que vous êtes d'accord pour arrêter d'intervenir en Ukraine? Donc ça veut dire qu'elle est inéluctable selon vous? Ben, inéluctable, mais... Oui, mais... Dans l'état actuel des choses. Non, mais je sais bien, oui, nous allons vers la Troisième Guerre mondiale. Nous y sommes. Nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. C'est pas inéluctable, ça y est. Ça y est. Nous avons l'Occident dirigé par des... C'est pas des incompétents, hein. C'est plus grave que ça. Je pense que nous sommes dirigés par des agents de l'étranger. Je ne parle pas des riches par rapport à un SDF. Nous sommes tous riches. C'est relatif, hein, la richesse. Quand je parle des riches, je parle des ultra-riches. Je parle des 9 milliardaires qui ont pris le contrôle du pays. Mais le propriétaire de Libération, pour moi, c'est un agent de l'étranger. C'est le propriétaire des grands journaux, les 9 propriétaires, Lagardère, Bolloré, Drahi, tous ces gens-là, c'est les agents de l'étranger. C'est pas du tout des Français. Et c'est eux qui font la politique du pays, alors que c'est les ennemis. Bolloré, vous allez en surprendre quelques-uns, non? Pourquoi? Bolloré, il n'est pas du tout français. Enfin, il n'est pas du tout français. Enfin, il est riche. Sa patrie, c'est le pognon. Et donc, s'il faut dévaster le pays pour en avoir encore plus, il le fera. Il n'a pas de pays, ce gars-là. Le fait que la guerre soit inéluctable ou pas, ça ressemble à une question, tu vois, divinatoire, où tu cherches à connaître l'avenir. On s'en fout. Enfin, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas, moi, si ça se trouve, les intérêts des riches vont changer et ils vont décider qu'il y aura... Voilà, on a suffisamment dévasté l'Ukraine et suffisamment affaibli la Russie, alors qu'en fait, pour l'instant, ils font le contraire. Hein. La Russie n'a jamais été aussi forte. Mais ils vont décider que la guerre peut s'arrêter. Mais franchement, nos discussions sont... Enfin, il ne faut pas que je dise de gros mots, mais... Nos discussions sont désespérantes. Elles ne servent à rigoureusement rien. À quoi sert de se demander si la guerre... J'aurais pas dû venir vous voir, Étienne Chouard. Mais non, pas du tout. Non, mais excusez-moi, non, mais je veux pas être blessant quand je dis ça, mais vous m'aidez
en ne me comprenant pas, vous m'aidez à reformuler pour que peut-être j'arrive enfin à trouver les mots pour que vous me compreniez. Donc non, j'ai besoin de la contradiction pour progresser. Nous avons besoin les uns des autres pour progresser. Il faut savoir écouter et se corriger. Mais excusez-moi d'insister, c'est pas normal que les exécutifs puissent déclarer la guerre. Vous me demandez est-ce que la guerre va durer? Je reviens moi aux fondamentaux. Qui déclare la guerre? C'est pas normal que l'exécutif puisse le faire. Dans ma constitution, dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai écrit pas de guerre sans référendum. Deuxième alinéa. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire au front, pas à l'arrière. Obligatoirement. Pas de remplacement, comme ça s'appelait. Dans les guerres de l'Ancien Régime, les bourgeois pouvaient faire remplacer leurs fils de bourgeois et de nobles par des pauvres. Pas de remplacement. Donc ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire. Normalement, ça devrait les calmer. Et troisième alinéa, tous les 6 mois, ceux qui sont, on revote. Donc les survivants, ceux qui ne sont pas morts à la guerre, votent pour voir s'ils sont toujours d'accord pour la guerre et pour aller la faire. Avec ça déjà, vous auriez moins de guerre. Faites ça dans tous les pays, vous allez avoir moins de guerre. Mais en fait, il faut que dans tous les pays, on devienne constituant. Ce que je vous dis, ce n'est pas juste pour la France, c'est pour la terre entière. Nous devrions devenir constituants, c'est-à-dire réfléchir à qui décide. Alors sur la guerre, qui décide la guerre, mais c'est sur tous les sujets. Sur la sécurité sociale, sur la solidarité, sur l'entraide, sur tous les sujets, qui décide? Je vous parle là de souveraineté. Comme les souverainistes, sauf que ma particularité, c'est que je me mets en colère quand vous me parlez de souveraineté sans me parler de processus constituant. Vous êtes bien gentil avec votre souveraineté à dire il faudrait que ce soit ci, il faudrait que ce soit ça. Ouais, mais qui va l'écrire? Qui va écrire cette souveraineté que vous désirez? Et je m'étonne, hein. Il y a une revue que je lis depuis qu'elle existe, qui est la revue de Donfray, qui s'appelle Front Populaire, et qui donne la parole à plein de souverainistes. À moi, elle ne me donne pas la parole, je ne sais pas pourquoi. À moi ou à des gens qui pensent que moi, mais il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Il n'y a pas un mot sur le processus constituant. Voilà. Et Jacques Sapir, tous ces gens-là, c'est des gens passionnants. Moi, j'aime beaucoup. C'est des gens qui m'intéressent, qui réfléchissent à la souveraineté. Mais leur point commun, c'est un point commun extravagant, c'est un point commun consternant. C'est qu'ils ne s'occupent pas du tout du processus constituant. Ça, on n'a rien à foutre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On parle du sexe des gens, là. On discutaille sur la souveraineté. Il faudrait ceci, il faudrait cela. Ouais, mais comment on fait? La même question que toi, quand tu me disais, mais comment on fait concrètement? Mais moi, ce que je te dis, c'est que ce que je propose, c'est très concret. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner. C'est quand même pas... Il faut bien faire Polytechnique pour comprendre ça quand même, non? Si on veut l'écrire, il faut qu'on s'entraîne. Vous entraînez comme vous voulez. Si vous ne voulez pas d'atelier, faites pas d'atelier. Vous les appelez comme vous voulez. Appelez-les conversations constituantes. Ça vous va? Ça fait moins boulot, ça fait moins travail, ça vous paraît moins une corvée? Parce que je dis est très concret. Tant que nous... Je vous demande pas... Enfin, je ne vous suggère pas de demander une bonne constitution. Je vous demande même pas, je vous suggère même pas d'exiger une constitution. On n'a pas besoin des pouvoirs en place pour ça. On n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin des élus, on n'a pas besoin des ministres, on a besoin de l'armée et de la police, qui sont les seuls par lesquels le pouvoir tient. Le pouvoir ne tient que parce qu'il y a la police. Du jour où la police lève les casques, du jour où l'armée lève les crosses, passe du côté du peuple, c'est comme ça que marchent les révolutions partout. De ce jour-là, le pouvoir s'en va, il n'y a pas de sang, il s'en va la queue entre les jambes, et le pouvoir change. Mais, donc, à mon avis, je compte sur les policiers, je compte sur les... Alors, je sais bien que l'image qu'on voit dans les manifestations ne donne pas beaucoup d'espoir, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment des ennemis du peuple. La façon dont ils tapent dessus, c'est effrayant. Mais je ne réduis pas la police au bravem, c'est-à-dire à une bande de dingues qui nous tirent dessus, qui sont vraiment des ennemis enragés. La police, c'est bien d'autres gens, c'est plein de gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus raisonnables et qui font leur boulot comme tout le monde fait son boulot le mieux qu'il peut et qui défendent l'ordre établi contre les énergumènes qui, peu nombreux, veulent tout foutre par terre. Et ils ont raison, c'est leur boulot. Simplement, ce que je voudrais, ce qui me semble, la façon dont ça va se passer, il me semble, c'est
si on arrive à trouver la façon de le dire, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est à nous, les représenter, d'écrire les règles de la représentation. Donc il faut qu'on s'entraîne, qu'on apprenne et qu'on apprenne à nos enfants. Si cette idée, là, la façon dont je le dis, ça ne doit pas être sexy parce que ça ne se répand pas comme une traînée de poudre. Ça se répand, mais pas assez vite. Mais si on arrive à le dire d'une façon où, ça y est, c'est une idée dont l'heure est venue, et tout le monde se met à parler de la Constitution, mais à parler le crayon à la main, en s'entraînant, en barrant les articles qui ne sont pas, et en mettant à la place les articles qui vont bien. Si ça devient... C'est pas chouardesque, c'est pas chouardien, ça n'a rien à voir avec Chouard. C'est devenu une idée, ça y est, on a compris qu'il faut qu'on se lève pour plus être à genoux, pour qu'il redevienne petit. Il faut qu'on arrête d'être à genoux. Donc il faut qu'on devienne constituant, qu'on devienne des adultes politiques. Cette idée commence à se répandre, ça y est, elle se répand toute seule. Là c'est gagné, je pense, parce que les policiers vont sentir ça. Ils vont sentir, autour d'eux, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont voir la grand-mère qui fait faire les devoirs aux enfants. Et en fait, c'est pas comme d'habitude, là ils sont en train de parler de Constitution. Bon. Première fois, il ne fait pas attention, puis ensuite, quand il va faire du rugby avec les copains de la brigade, donc ses copains flics, il voit deux copains qui sont à côté du vestiaire là, et qui sont en train de parler, et au lieu de parler de foot, au lieu de parler de rugby, au lieu de parler... Ils sont en train de parler de Constitution. Alors, c'est la deuxième fois que le CRS voit ça. Là, il y prête un peu plus attention. Puis en fait, les deux lui disent « Viens, viens », et l'invitent à en parler. Alors il dit « Vous faites chier, j'y connais rien ». Mais oui, nous non plus, mais on s'entraîne. Il faut qu'on écrive nous-mêmes les règles de la police pour qu'on ne nous écrive pas des règles. La société est en train de changer, et en fait, ils sont en train de mettre trop de contrôle à la police, on ne va pas arriver à faire notre métier, mais si nous, on y réfléchit, on va écrire des règles de la police qui vont être... à la fois qui vont nous contraindre, un peu plus qu'aujourd'hui, mais qui ne vont pas trop nous contraindre. Ils se mettent à faire des ateliers constituants sur la police. Il faudrait un film qui montre ça. Qui montre ce policier qui est en train de s'apercevoir que ce n'est pas seulement quelques énergumènes, quelques centaines de milliers, peut-être même 1 million ou 2 millions, 3 millions de personnes, mais 3 millions par rapport à 60, ce n'est pas assez pour tout changer. Hein. Ce n'est pas seulement 3 millions de personnes dans la rue, c'est toute la société qui est en train de se transformer. Quand la police va sentir ça, les policiers normaux, quoi, les humains normaux, sur qui je compte, hein, parce que je crois, je sais que ce sont des gens normaux, et les militaires aussi, la plupart. Il ne faut pas fixer sur quelques déboussolés, déréglés, violents. C'est pas représentatif de toute la police. Et donc quand ils vont s'en apercevoir, ils vont s'apercevoir que, ça y est, la société veut, non pas élire l'Assemblée constituante, mais devenir constituante, je les imagine, refuser, quand on leur donne l'ordre de tirer sur les manifestants, non, on ne tire plus. Et là, le pouvoir change, et il ne change pas comme d'habitude, parce que là, ce qui s'est passé de nouveau, c'est que la société s'est transformée, s'est préparée à... C'est pas de ne pas élire l'Assemblée constituante. La société s'est préparée à refuser, comme une priorité absolue, refuser mordicus d'élire l'Assemblée constituante. Parce que Macron tombe, ok, la police change de camp, elle passe du côté du peuple parce qu'il y en a marre, et Macron s'en va la queue entre les jambes. Macron, ses ministres, ses parlementaires, ils se barrent, ok. Il y a une période de chaos, courte, hein, parce que très vite, tu as l'opposition de l'Ancien Régime. Donc chez nous, en France, c'est Mélenchon et Le Pen, mais dans d'autres pays, ce sera d'autres personnes. Mais tu as les opposants de l'Ancien Régime qui sortent, qui se juchent sur des piédestal et qui disent bon, maintenant le tyran est parti, on va changer, on va écrire un nouveau monde, on va écrire une 6e République et donc on va élire une assemblée constituante. Là, tout se joue. Si nous acceptons d'élire l'assemblée constituante, c'est reparti comme en 40. Or, dans l'idée que je me fais de notre évolution là en ce moment, nous nous serons transformés. On sera devenus des adultes. Quand vous faites un atelier constituant, vous devenez un adulte politique. Vous arrêtez de discutailler des lois, ça ne sert à rien. Vous discutez de votre souveraineté. Vous réfléchissez à votre souveraineté et vous y réfléchissez en détail suffisamment pour que si vous êtes tiré au sort comme constituant, vous allez écrire une vraie souveraineté populaire. Et ça y est, ce n'est pas une poignée, on est des millions à nous être transformés comme les cellules de chenilles se sont transformées. Maintenant, c'est des cellules de papillons. Et donc, au lieu de fabriquer de la chenille, elle fabrique du papillon. Ça y est, la société se transforme, on devient des adultes. On n'est plus adolescents, maintenant, on s'émancipe de nos maîtres et on n'a pas besoin d'eux. On ne leur demande rien. Et
Donc quand Mélenchon, Le Pen disent on va élire l'Assemblée constituante, là il y a des énormes manifs. Tu as le corps social qui regimbe et qui dit non, on ne va pas élire l'Assemblée constituante. On va faire dans chaque village une Assemblée constituante, dans chaque quartier. On va faire des assemblées constituantes et on va faire des communes libres qui vont se fédérer en une fédération de communes libres, parce qu'on y a réfléchi. Les pouvoirs qu'on va fédérer de la commune vers la communauté de communes, on va les surveiller, parce que c'est nous, à la base, qui écrivons tout maintenant. Il y a des choses, il y a des tas d'activités qu'on ne peut pas faire au niveau de la commune. Les trains, les autoroutes, l'électricité, le téléphone, tout ça, c'est national. Donc il faut qu'on ait, c'est à beaucoup plus grande échelle que la commune, donc on sait bien ça, on n'est pas fou. Hein. L'école, par contre, c'est commune. On n'a pas du tout besoin que l'État règle nos écoles. Nos écoles, on va s'en occuper. Nos impôts, on va s'en occuper. La gestion de l'eau, on va s'en occuper. On ne va pas du tout donner ça à une multinationale. On va s'en occuper, nous. On va faire ça en régie. On va faire la régie de l'eau. Puis, tous les services publics, on va s'en occuper. Et puis la monnaie. La monnaie, on ne va pas du tout on va pas déléguer la monnaie au niveau national. Pas du tout. La monnaie, on va s'en occuper au niveau municipal. Nous donnons à notre maire et à son conseil municipal, à nos représentants que nous élisons pour ça, nous leur donnons le pouvoir de création monétaire, la monnaie locale. On leur donne ce pouvoir pour qu'ils soient employeurs en dernier ressort. C'est-à-dire qu'on te donne, toi maire, je te donne, moi citoyen, je te donne le pouvoir de créer la monnaie pour que tu donnes du boulot à ceux qui n'en ont pas. Parce que la monnaie, c'est des bons, c'est des certificats de travail. Hein. Il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. Ils vous complexifient tout pour que vous n'y compreniez rien, comme un nuage d'encre, pour vous tenir à l'écart. Mais la monnaie, c'est pas compliqué. Hein. Et c'est pas compliqué, c'est très important. La monnaie, c'est des certificats de travail. C'est la preuve que vous avez travaillé. Et donc, quand il y a du chômage, on a des choses à faire. Il y a des gens qui veulent travailler et on ne les met pas au travail parce qu'on n'a pas de monnaie. Mais on ne peut pas faire plus con. Mais évidemment, on s'est fait voler la monnaie par les usuriers qui ont intérêt à sa rareté, à la rareté de la monnaie. Mais c'est tout à fait contraire à l'intérêt général. Politiquement, il ne tient qu'à nous, après qu'on ait compris comment ça marche, de dire au niveau de la commune, mais ensuite au niveau de la nation aussi, au niveau de la région, enfin, ça peut être à plusieurs niveaux, puis au niveau mondial aussi, hein, de dire, nous, citoyens, nous décidons de donner le pouvoir de création monétaire politique, le pouvoir de créer la monnaie à l'assemblée du lieu, avec comme mission de l'utiliser pour financer tous les services publics et donner du boulot à ceux qui n'en ont pas. Pour faire de notre puissance publique l'employeur en dernier ressort, pour qu'il n'y ait plus de chômage. On ne veut plus de chômage. Pourquoi il y a du chômage aujourd'hui? Le chômage, c'est une construction politique. C'est volontaire, le chômage. C'est un fouet. C'est un fouet de négrier. Ça sert à nous faire tenir tranquilles. Ça sert à nous effrayer, à nous terroriser. C'est un outil terroriste, le chômage. Mais c'est volontaire. Il y a un taux, le NAIRU, N-A-I-R-U, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. C'est le taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Taux de chômage minimum, oui, pour la France, c'est 9-10%. 9-10% de chômage minimum? Mais qui a calculé ce taux de merde? Faut pas dire de gros mots. Qui a calculé cette horreur? Ouais, les économistes, des mecs qui pensent que si on veut pas d'inflation, il faut qu'il y ait du chômage. Donc on va calculer un taux de chômage et c'est variable par pays. En France, ils sont rebelles, ils font chier, donc on va leur mettre un bon taux de chômage pour bien les effrayer. À 9%, ils font plus grève. Alors, au Japon, ils sont tellement dociles, tellement habitués à obéir que 1% de NAIRU, ça suffit. Le taux de chômage minimum. Et après ça, ils vont vous dire à la télé, on lutte pour l'emploi, notre priorité c'est l'emploi. C'est des menteurs. Il y a un NAIRU. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Il y a un NAIRU. Donc, si on écrit une constitution d'origine citoyenne, on va résister à ça. Et on va dire, on ne veut pas de NAIRU, bien sûr, nous, on ne veut pas de chômage. Et s'il y a de l'inflation, on a un antidote universel qui marche parfaitement, qui a donné satisfaction pendant des décennies. Ça s'appelle l'indexation. On indexe, dans la Constitution, on décrit qu'on indexe le boulot de l'exécutif et du Parlement. Leur boulot, c'est d'organiser l'indexation générale de tous les contrats sur les prix. Augmentation de 3% des prix, augmentation obligatoire de tous les contrats. Tous les salaires doivent augmenter de 3%. Tous les loyers, tous les contrats, toutes les pensions, tous les engagements sont réévalués tous les 6 mois, tous les 3 mois. Faites-le souvent. Réévaluation tous les 3 mois sur l'indice des prix. Et l'indice des prix, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'INSEE, mais l'INSEE ne dépend plus du gouvernement. L'INSEE est complètement autonomisé. Autonomisé, c'est un média, l'INSEE, hein, un média super important. Hein. Quand je vous dis les médias, il faut reprendre les médias aux riches
une des choses les plus importantes qu'il faut faire pour établir une démocratie, il faut reprendre les médias aux riches pour que les médias appartiennent à eux. Mais les médias, c'est pas seulement la presse, la radio, la télé, c'est pas seulement ça. On dit médias, on pense à ça. Presse, radio, télé. Mais c'est pas que ça. C'est les instituts de sondage, les agences de presse, les instituts statistiques. Peut-être d'abord les agences de presse d'ailleurs. Ouais. Bah oui, parce que non, mais ça, d'abord les agences de presse parce que les riches ont pris le contrôle des médias et que c'est plus simple d'avoir, c'est comme une centrale d'achat, quoi. Hein. Pour eux, ça fait moins de boulot d'avoir une agence de presse et puis les autres qui recopient comme des perroquets, quoi. Non, mais s'il y avait un vrai pluralisme, les vrais journalistes, vous, j'imagine que vous abreuvez pas à l'agence France Presse. Les vrais journalistes en ont rien à foutre de ce que publie l'agence France Presse. Non, j'y ai travaillé, je sais comment ça marche. Hein, j'y ai travaillé, je sais comment ça marche. Ouais. Là, ça pourrait être l'objet d'une conversation. Il n'y a que moi qui parle. Hein. Enfin bref. Donc il y a 5 pouvoirs à instituer. Quand vous allez créer votre constitution, il faut bien sûr penser au pouvoir législatif qui fait les lois, pouvoir exécutif qui les exécute, l'armée, avec l'armée et la police, qui résout les affaires entre nous dans les jugements, c'est le pouvoir judiciaire qui applique la loi, qui informe les gens. Donc, quels sont les médias? Qu'est-ce que vous instituez? Comme vous instituez les journalistes. Dans votre constitution, il faut instituer les journalistes, il faut leur donner une mission, et puis il faut les protéger contre toutes les formes de pression, et les soumettre à un contrôle, probablement des chambres. Tous les contrôles des pouvoirs, le plus simple, c'est de prévoir des chambres de citoyens tirés au sort. La chambre, et on les appelle chambres de contrôle. Donc la chambre de contrôle de l'exécutif, c'est les citoyens tirés au sort. La chambre de contrôle du législatif, des parlementaires, c'est les citoyens tirés au sort. La chambre de contrôle des juges, c'est les citoyens tirés au sort. La chambre de contrôle de la police, c'est les citoyens tirés au sort. La chambre de contrôle des militaires, c'est les citoyens tirés au sort. La chambre de contrôle des médias, donc des journalistes, j'ai dit déjà, je ne sais plus, c'est les citoyens tirés au sort. La chambre de contrôle de la monnaie, donc de la banque, de l'activité bancaire, c'est des citoyens tirés au sort, etc. Puis là, je vous ai dit les pouvoirs auxquels je pense comme ça, sans y réfléchir au débeauté, mais si vous imaginez d'autres pouvoirs, la mutation anthropologique, le changement dans la mentalité humaine qui va nous permettre de nous émanciper, c'est notre aptitude qui pour l'instant est nulle, qui j'espère va se développer, c'est notre aptitude à penser les pouvoirs et en même temps les contre-pouvoirs. Pour l'instant, on est incapable de faire ça. Vous ne savez pas faire ça. Vous ne vous êtes pas entraîné, vous ne savez pas faire ça. Vous n'y pensez même pas, vous en foutez. Pour moi, c'est extravagant, mais pour l'instant, vous vous en foutez. Vous foutez de la Constitution, vous dites ça, c'est théorique, c'est abstrait. C'est pas du tout théorique, c'est pas abstrait, c'est très concret. C'est là où est votre impuissance politique. Et vous adorez une procédure, l'élection, vous adorez la procédure de votre dépossession. Donc, faites pas semblant, pour l'instant, vous n'êtes pas bon, quoi. Hein. Mais ça peut changer. Quand vous allez, ce qui va entraîner la mutation de l'espèce humaine, c'est le moment où, aidé par Internet qui nous permet de nous parler vite à grande échelle, nous allons remplacer les sujets législatifs dont on n'a rien à foutre pour l'instant, vraiment, c'est pas du tout la priorité. On décide de rien, donc on s'en fout des sujets législatifs. Mais notre priorité devient instituer notre souveraineté. Nous-mêmes, instituer nous-mêmes notre souveraineté. Apprendre à instituer nous-mêmes notre souveraineté. Ça, et donc notre souveraineté, c'est instituer des pouvoirs et des contre-pouvoirs. En respectant notre pouvoir de citoyen, de toujours tenir à la gorge, tenir en respect nos représentants. Nos représentants doivent avoir peur de nous, et pas le contraire. Et la surveillance par drone maintenant, ils viennent de décider, catimini, que les forces de l'ordre peuvent utiliser les drones et la reconnaissance faciale. On est déjà dans le totalitarisme. Hein. Ça y est, le pouvoir est totalitaire. Les macroniens se sont rendus compte qu'ils pouvaient tout faire. Et on est là à discuter des détails de leurs abus. C'est complètement déconnant, quoi. On ferait mieux de discuter de notre souveraineté et du processus constituant de cette souveraineté. Et si tu vas parler, je te tutoie, hein, mais si tu vas parler à des souverainistes, je te confie la mission, mais tu fais ce que tu veux, évidemment, hein, c'est pas à moi de te donner tes missions, mais je te recommande, je te demande, demande-lui
à ce souverainiste. Vous avez réfléchi au processus constituant. Quelle est, selon vous, la qualité du processus constituant qui va être nécessaire pour qu'une souveraineté populaire soit établie, soit instituée? Quelle est la qualité qui va être capable d'écrire ces règles de la représentation dans lesquelles le peuple a le pouvoir de décider de son destin? Qui va écrire, pas qui va voter. Qui va écrire, qui va être capable d'écrire ces règles? Demande-lui à ce souverainiste. Et puis tu peux lui demander ensuite, comme parenthèse, mais comment ça se fait que vous n'y ayez pas pensé avant, quoi? Comment ça se fait que personne parmi les souverainistes, à part Père Chouard, là, comment ça se fait que personne ne parle du processus constituant, quoi, hein, et que vous soyez tous sur l'élection d'une assemblée constituante, alors que, évidemment, l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, répétez-vous ça, et réfléchissez. Élection parmi des candidats qu'on peut aider. Ceux qui ont les moyens d'aider vont gagner les élections tout le temps. Et c'est comme ça partout sur Terre. In fine, la concentration du capital, elle arrive à une propriété par l'argent. Donc ceux qui ont le plus d'argent sont ceux qui le font. Donc c'est les banquiers qui sont les propriétaires, masqués ou pas, des plus grandes multinationales. Donc, in fine, c'est les marchands d'argent qui ont fini par prendre le contrôle, mais grâce à l'élection. Élection parmi des candidats qu'on peut aider. Et c'est cette procédure que vous adorez? Réfléchissez. Hein. On est obligé de mettre un terme à cette interview. Étienne, un mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, de nous dire, de dire aux gens qui vont vous écouter? C'est absurde, c'est incohérent, c'est complètement idiot de détester, de tempêter contre les conséquences dont on adore la cause. Vous adorez l'élection, vous adorez élire l'Assemblée constituante, ça vous semble naturel d'élire l'Assemblée constituante, et vous vous lamentez de votre impuissance politique, et vous vous lamentez des méfaits de vos représentants, des méfaits impunis. C'est bien fait pour vous. C'est pas définitif, ça va changer quand vous changerez. Voilà. Quand vous arrêterez d'être aussi bête, pas dire de gros mots. On est bête, hein. Mais je l'étais, moi, il y a 20 ans, j'étais comme tout le monde, hein. Je croyais que l'élection c'était la démocratie. Hein. Et donc, c'est pas méchant ce que je vous dis. Hein. Juste, on est trop con pour l'instant. L'humanité, on est à un stade, on n'est pas prêt, quoi. Hein. On adore l'élection. Enfin, ça va, quoi. Hein. Ça va, on adore l'élection et on se plaint d'être impuissant. Et on pense que des élus vont écrire autre chose que l'élection. Bah, arrêtez de compter sur vos élus. Comptez sur vous-même. Il va falloir bosser. Bah oui, je suis désolé. Hein, pour survivre, il va falloir bosser. Oui. Bon, merci. Réfléchissez, c'est pas compliqué. Hein. Merci, Étienne, de nous avoir reçus. Merci à vous d'être là. Merci à ce que fait Nexus. C'est un bon journal. Merci beaucoup.